Siroton le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex Siroton le houblon. On se retrouve pour un troisième épisode un peu différent des précédents. Je suis toujours accompagné de Maxime alias Discobiri. Salut à tous et très beau générique. Hein. Ouais. Et pour cet épisode, nous avons deux invités. Donc nous avons Johan qui est caviste et gérant de bar. Et on a également Baptiste qui est brasseur et cofondateur de la brasserie La Superbe. Salut. Comme vous allez pouvoir le remarquer, on n'a pas forcément la même qualité audio que sur les épisodes précédents. Là, on est confinement oblige en discussion vocale via Discord. Et on va justement, pour cet épisode, parler du confinement, de la crise du coronavirus et de comment ça va impacter les différentes personnes du milieu brassicole. D'où le fait qu'on ait d'ailleurs avec nous un brasseur et un caviste gérant de bar qui, comme ça, on voit un peu les différents avis et points de vue sur la situation. On va commencer. Moi, je vais commencer par m'ouvrir une bière parce qu'on va quand même pas déroger à la règle et faire dégustation en même temps. Bien sûr. Et on va faire le glou-glou habituel. Hop. Ah oui, parce qu'on vous a pas briefé. Si vous aviez écouté les épisodes précédents. On fait un petit glou-glou au micro, voilà. Ouais. C'est rituel. C'est ça. C'est la tradition, exactement. Ah ouais. Ça mousse bien. Ça mousse beaucoup. Je ne vais pas la boire tout de suite. En tout cas, c'était un beau glou-glou. Il était vigoureux. Court mais intense. Donc moi, Vigoureux, t'allais dire. Ouais, vigoureux, ouais. Donc moi, pour cet épisode, je m'ouvre alors je vais le prononcer certainement n'importe comment, mais la Ab Orto Amisisque, qui est donc la collab entre la brasserie de l'abbaye Saint-Vendry et O'Clock. Donc c'est une bière c'est une saison qui est brassée avec des houblons frais du jardin de l'abbaye. Voilà, donc Cool, ça a l'air sympa. Moi, je t'avais prévenu, ce sera pas de bière pour moi pour cet épisode. Ouais, on enregistre trop tôt. Je suis sur un petit thé Vermante de la brasserie Bio Village. Ouais, on est sur du solide. On sent bien la menthe. Alors, je sais pas si, de ce que j'ai compris, Baptiste, pareil, est à jeun jusqu'à 18h. Yes, c'est ça. Et Johan, est-ce que tu as du stock de confinement Je suis au café, là, j'ai du stock, mais je le garde bien. J'étale mon stock. T'as bien raison. Bon, je vais boire seul, alors. Je propose des yeux près du cœur, hein, tu le sais. Tout à fait. Avant de rentrer dans le gros du sujet, je propose que les différents intervenants se présentent un petit peu et présentent leur activité. Je ne sais pas qui veut commencer. Mais écoute, tu peux commencer si tu veux, Alex. Ouais, vas-y. Du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, cofondateur et brasseur de la brasserie La Superbe dans le Pays Basque. Nous, on a fondé la brasserie en 2017. On a fêté nos 3 ans là tout juste. Donc, on brasse différents styles de bière. On a une gamme, on a développé une gamme permanente en bouteille et puis maintenant on fait pas mal de brassins, tous les brassins éphémères en format canette. Et voilà un petit peu ce qu'on fait avec différents, essentiellement des IPA pour l'instant en canette et une gamme permanente un peu plus large, un petit peu plus grand public, on va dire. Voilà. Très bien. Pour faire synthétique, très synthétique. Ouais, c'est très synthétique en effet. Du coup, les bières de La Superbe, on peut les retrouver où et comment pour le moment ? Alors, en confinement difficilement, j'imagine, mais hors confinement. Ouais, après, nous, toute notre gamme... alors nous, on travaille essentiellement depuis la création de la brasserie hyper localement.
La région étant assez touristique, tu vois, naturellement, on a vite travaillé avec les bars, restos, caves du coin. Donc toute cette gamme-là, on la travaille ici à 20 km maximum autour de la brasserie. Et puis là, on commence à travailler avec pas mal de distributeurs sur toute notre gamme canette. Là, on est à la quatrième salve de canettes qu'on a commencé en octobre, nous. Donc, et là, on travaille avec des distributeurs sur Lyon, sur Marseille, dans la région nantaise également. Donc voilà, petit à petit, on commence à avoir des relais, principalement chez du caviste craft, dans d'autres régions de France, quoi. Très bien. Donc toujours rien sur la région parisienne, nord ou ouest de la France ? Écoute, on était à 2 doigts d'envoyer une palette la semaine dernière, mais du coup, c'était un peu tombé à l'eau pour Paris. Mais non, si on a trouvé un distributeur à Paris, donc il y aura des canettes au printemps si le confinement ne dure pas 5 mois, quoi. Mais vous pourrez enfin trouver voilà. vos canettes facilement. Il y en aura un petit peu à Paris. Bah, vivant qu'il finisse ce confinement alors. Ouais. On en est qu'au début. Hein. 4e jour et on veut déjà voir mais là, du coup, je suis impatient. Du coup, nous avons également donc Johan. Tu peux nous présenter un petit peu ton activité ? Du coup, donc on a ouvert un bar il y a un peu plus d'1 an à Lyon, qui s'appelle le Bar Candier. Principalement craft, et c'est pas un bar à bière, c'est un bar à tout. En gros, bière, vin, cocktail. Mais on travaille tous les produits de la même manière, c'est-à-dire que c'est le plus craft possible. Tous les vins, par exemple, c'est vin bio, vin nature. Toutes les bières sont craft. Canettes aussi. On a commencé avec à l'ouverture un frigo full canette, pas de bouteilles. Et puis 8 becs de bière craft, évidemment. Et puis là, on commence à s'ouvrir un peu à de la bouteille, à plein de choses, des plus grands formats, ce genre de choses. Donc un bar, hein. Et la cave que j'ai repris du coup là il y a très peu de temps, début de l'année, parce que c'était une cave un peu mythique à Lyon qui s'appelait les Fleurs du Malte, cave à bière, du coup que j'ai repris le flambeau, je l'ai rebaptisé, donc 20 milieux sous les bières. Et c'est une cave relativement classique aussi, sauf que toutes les bières sont au frigo. J'ai 2 grosses rangées de frigo. Donc pour le à emporter, le à consommer tout de suite dès la sortie du magasin, c'est assez pratique. Et puis voilà, la sélection, elle est assez classique aussi, avec du local, du national et de l'international. Voilà. Déjà une cave qui met tout au frigo, c'est une bonne chose. C'est pas très fréquent, mais c'est très bien pour les bières. C'est un peu l'idée de si j'ouvrais une cave, c'était comme ça, parce que tout le monde s'emmerde à faire des livraisons en frais. Du coup, quitte à les livrer en frais, autant les stocker en frais, quoi. Voilà. C'est une bonne devise, ouais. C'est bon état d'esprit. Très bien, merci pour les présentations. Du coup, je pense qu'on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler bière craft et confinement. Déjà, la situation, donc ça fait maintenant quelques jours, voire semaines qu'on sait que ça allait être compliqué. On a beaucoup de festivals qui ont repoussé leurs dates et qui sont tombés comme des mouches les uns après les autres, parce que bien sûr, ça tombe en plein milieu de la saison des festivals. Donc on avait la Saint-Malo Craft Beer Expo qui devait avoir lieu le week-end dernier et qui a été donc là repoussé aux dates des 4, 5 et 6 septembre en espérant que ça puisse avoir lieu. De même le Lyon Beer Festival là, qui devait avoir lieu prochainement, je crois que c'est le 11 avril, non ? 11-12 avril, ouais, c'est ça. Voilà, pareil, qui lui a du coup été repoussé sur le week-end 31 octobre et 1er novembre. Et on a sur Paris, après tout le monde est un peu touché aussi, on avait Planète Bière qui devait avoir lieu là bientôt, qui lui a été reprogrammé à une date du 21 juin, qui est potentiellement un peu optimiste. On leur souhaite que ça puisse être possible. Et bien sûr là c'est qu'une petite liste, mais il y en a plein qui sont touchés. Je sais qu'à Paris, en mai en général, on a la Paris Beer Week qui risque d'être très compromise aussi, même s'il n'y a pas, je crois, encore eu de communication à ce sujet-là.
Je sais pas si tu peux me le Il me confirmer. semble pas encore. Ouais, il me Je semble crois pas. qu'ils ont maintenu pour le moment, Ouais. comme c'est dans un mois ou deux. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la rentrée va être sport pour à ce niveau, parce que ça s'enchaîne du coup tous les reports, plus ceux qui existent déjà sur la période septembre, octobre, novembre. Et en gros, il y a des festivals toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, c'est vrai que C'est en novembre, il y a pour le Nantes. foie, là. Ouais. Et la question qui se pose aussi, c'est pour tous ces fests qui étaient normalement sur la période, on va dire, mars à mai, qui donc repoussent tous sur la fin d'année, entre septembre et novembre. Comment ça va se passer pour les éditions de l'année prochaine? Est-ce que ça va redécaler tous les fests à l'avenir jusqu'à cette période d'octobre-novembre, ou est-ce que on aura 2 fests à 6 mois d'intervalle, ou est-ce qu'ils vont skipper une année? Enfin, on va voir ce que ça va donner, mais ça risque de compliquer un peu les plannings. Ouais, je pense que, enfin, j'ai pas. De mon avis, je pense qu'ils resteront sur les dates actuelles, celles qui sont avant l'annonce des annulations, parce que du coup, tu vois, si tout le monde reste sur les dates de report, plus les festivals, comme je disais, qui sont déjà existants sur cette période de l'année, ça va faire. Du coup, il y aura un attrait quand même moindre pour le public aussi, si tu as des festivals tous les 2 semaines, et les gens vont pas spécialement pouvoir se bouger partout, ni les brasseurs, parce que C'est vrai, ouais. ça prend énormément de temps. Même là, nous, il y a, voilà, c'est les festivals sur lesquels nous on s'était engagé sur Saint-Malo, Lyon, Biarritz aussi, parce qu'on est sur place. Du coup, on a ces 3 reports-là, et puis il y a d'autres festivals qu'on vise qui sont chouettes, dont Nantes qu'on a fait l'an dernier, qui était top aussi, donc on voudrait refaire. Et tu vois, c'est des grosses organisations pour les brasseries. On n'est pas 36, donc tu pars, il faut partir 3-4 jours, c'est de l'énergie, et voilà. Du coup, c'est Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant. Du pour coup, l'organisation. Donc j'espère qu'en tout cas l'année prochaine, on reviendra, si possible, à Ouais. un étalement sur l'année, parce que ça sera plus pratique, à mon avis, pour tout le monde, si c'est possible de le faire. C'est vrai. Et donc, là, comme tu le disais, toi, tu avais prévu du coup de faire plusieurs fests, dont le Saint-Malo et le Lyon dont on parlait. Ouais. Ouais. Ça impacte comment une brasserie, du coup, ces annulations? Du coup, ça, c'est le premier. Ça, c'était le premier point noir qui est arrivé avant l'annonce officielle de la fermeture des bars, etc. Quand on a vu qu'il y avait des annulations en chaîne sur les festivals, ça a été le premier point noir, dans le sens où nous, en fait, tous ces festivals-là, les inscriptions, et elles se font en fin d'année. Donc, Saint-Malo, Lyon, ça te fait tes participations, elles sont validées, je sais plus, en octobre, novembre, par là. Donc, c'est le moment où déjà tu vas avancer les inscriptions, qui sont certains montants. Enfin, pour les petites brasseries, ça représente de l'argent. Surtout en hiver. Donc, du coup, nous, c'est l'annulation de ces festivals renvoie à X temps la possibilité de pouvoir, si tu veux, renflouer ce sur quoi tu as investi, en l'occurrence une inscription sur lequel, en général, même si sur ces festivals, tu gagnes pas spécialement d'argent, mais en tout cas, ça te permet de revenir à zéro, en plus de revenir à l'équilibre par rapport à l'investissement. Si tu mets 500 € sur l'inscription sur un festival, tu peux escompter à vendre autant en pression, plus tu as toujours des cavistes et des pros qui vont être intéressés. Donc, voilà, c'est un moyen pour nous de récupérer la mise, entre guillemets. Donc, voilà, là, du coup, il n'y a pas possibilité de le faire. Donc, il y a le point de vue financier. Après, les brasseurs vont aussi sur place, parce que ça leur permet de rencontrer d'autres marchés, d'autres distributeurs, d'autres professionnels. Donc, du coup, là, c'est une occasion manquée aussi de le faire. Voilà, c'est les 2 points négatifs de l'annulation de ces festivals. Après, c'est pas aussi dramatique que l'annonce de la fermeture de tous les commerces qui a été faite samedi, parce que là, pour le coup, on va y revenir après, mais c'est beaucoup plus problématique. Mais en tout cas, oui, c'est déjà un problème. Ça peut être déjà un problème pour certaines brasseries qui sont encore jeunes ou petites, qui sortent de janvier-février. C'est les mois les plus
le creux, en tout cas pour nous, tu vois. Donc la trésor, t'en avances pas mal parce qu'il faut quand même sortir des bières pour mars. Il faut avancer déjà. Il faut avancer déjà de la trésor, et en plus si t'as rien qui rentre derrière, en l'occurrence ces festivals, c'était l'occasion de pouvoir rentrer un petit peu, ça devient compliqué. Ouais, ça doit être d'autant plus impactant pour une brasserie comme la tienne qui est, j'imagine, très liée à l'activité saisonnière. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis pour nous, parce que j'imagine que quand tu es sur des grandes métropoles, c'est même le phénomène plus inverse, c'est-à-dire que les brasseurs bossent un petit peu moins l'été, mais en revanche lissent leur business toute l'année. Nous, janvier, février, il se passe absolument rien, donc tout est fermé, et après il y a un pic très 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 saisonnier à partir d'avril, entre avril et octobre, quoi. Mais du coup, c'est un peu plus difficile de gérer Trésor, quoi. Tu parlais du coup là des fests aussi comme une occasion de rencontrer des cavistes et de faire des contacts professionnels. Du coup, je vais rebondir là-dessus et revenir vers Johan. Toi, en plus, tu es à Lyon. J'imagine que tu pensais faire un tour au Lyon Beer Festival. Ouais, bien sûr. Alors nous, ça nous touche de loin et de près, évidemment, l'annulation du Lyon Bière, parce que bon, nous, c'est clairement une de nos plus grosses soirées, même un de nos plus gros week-ends de l'année, parce que il y a des tap takeover partout, dans tous les bars. Qui dit tap takeover dit grosse soirée avec beaucoup de monde, donc forcément là, ça nous touche de très près. De plus loin, évidemment, c'est un super week-end où nous aussi, on découvre des brasseries, on rencontre des brasseurs qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir tout le temps, parce qu'on vend leur bière toute l'année, mais les brasseurs qui viennent un peu de partout, de France et d'ailleurs, là, c'est aussi l'occasion de les rencontrer, donc ça, c'est chouette. Et puis, plus particulièrement pour nous, dans le 7e arrondissement de Lyon, il y a vraiment une grosse concentration de bars à bière dans le 7e arrondissement de Lyon. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait fait une sorte de parcours lors du week-end du Lyon Beer Festival, et cette année, on devait le refaire. Donc, c'est déjà énorme pour nous de pouvoir faire ça et de voir que ça s'annule. C'est pas hyper facile. Donc, quand on a appris l'annulation du Lyon Beer Festival, tous les bars à bière de Lyon, en gros, se sont un peu fédérés, bars et caves. Et puis, on avait une trentaine d'établissements qui étaient regroupés dans une discussion, et on allait faire en fait un gros événement off du Lyon Beer Festival avec les 30 bars à bière de Lyon. Donc pour nous, ça allait être super cool, et Nicolas de Biéronomie, co-organisateur du coup du Lyon Bière, était super content et allait nous aider un petit peu à organiser ça. Et puis forcément, quand on a appris la fermeture définitive de tous nos établissements, bars en tout cas, ce rassemblement était aussi tombé aussi à l'eau. Donc c'était une deuxième déception pour nous tous. Donc c'est vrai que ça nous touche quand même de plein fouet. Et toi, on a parlé un petit peu avant l'enregistrement, tu me disais aussi que dans ton cas particulier, je pense dans le cas de tout le monde, mais c'est vrai que il y a l'annonce qui a été faite très tardivement de tout ce qui est fermeture des bars et commerces. Toi, tu as été impacté aussi à ce niveau-là. Ouais. T'as aucun moyen de prévenir et de prévoir la situation. On a appris ça à 19h30, fallait fermer à minuit. Et fermer définitivement. Donc au-delà du fait de fermer un bar assez rapidement pour longtemps, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas le pire. Surtout, c'est notre stock en fait. C'est le cas pour tout le monde, hein, mais je veux dire, nous, on avait reçu un gros stock, évidemment, une grosse palette qui venait d'arriver. Donc nous, au bar, on a la chance de pouvoir mettre en chambre froide. Donc tous nos fûts un peu fragiles, tout ce qui est houblonné, etc., ça va rester en chambre froide durant toute la durée du confinement. Mais j'imagine que tout le monde n'a pas cette chance. Et puis voilà, donc on espère que ça durera le temps qu'il faudra, mais en tout cas,
le moins longtemps possible pour les bières en tout cas. Ouais. Je reviens sur ce que tu disais, Johan. Moi, je regardais un petit peu ce qui s'est fait au niveau des caves et des bars un peu partout en France suite à ces annonces. Et c'est vrai que chacun, on va dire, a un peu appliqué, on va dire, le décret à sa manière, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde n'a pas agi de la même manière. J'ai remarqué. Alors déjà, il faut dire que le décret n'est pas très clair. Dans la liste des commerces, alors pour les bars, on est certain que c'est bon, c'est fermé, mais pour tout ce qui est la partie cave, on est un peu moins, on va dire, clair sur la situation. Visiblement, des cavistes pourraient rester ouverts. Ouais, c'était un peu flou, effectivement. C'était surtout, en fait, on devait fermer, mais on pouvait faire de la livraison ou de la récupération sur place. Ça, c'était plus ou moins toléré. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment cherché à comprendre, en fait, parce que quand j'ai entendu un confinement, je me suis dit que les gens, quand ils allaient sortir, ils allaient plutôt aller acheter du PQ et des pâtes, ce qui s'est passé, plutôt que des bières craft. D'une part, et puis d'autre part, pour le côté sanitaire, évidemment, je me suis dit que pour gagner 200 balles par jour, j'allais peut-être pas prendre un risque de livrer des bières ou de permettre aux gens de venir les chercher. Que ceux qui sont restés ouverts, c'est peut-être qu'ils imaginaient faire plus d'argent, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'à Lyon, peu sont les cavistes qui sont restés ouverts. Moi, je vois surtout la situation sur la région parisienne, où on a quand même pas mal de caves qui gardent, on va dire, une activité minimum, en restant peut-être ouvert 2, 3 heures, 4 heures par jour, et il y en a quand même un bon paquet qui propose aussi de la livraison à la porte, directement sur les adresses parisiennes. Après, du côté des bars aussi, il y a le facteur fût percé, quoi. Toi, qu'est-ce que tu as fait avec tes fûts dans ton bar? Eh ben, j'ai mis toutes mes lignes en eau. On a essayé de finir le plus grand nombre de fûts possible samedi avec les gens qui étaient déjà là, mais il nous en reste. Alors après, il y a des trucs qui sont pas fragiles. On a des stouts qui étaient branchés, donc ça va tenir. Après, je sais qu'on avait un peu d'IPA de branché, mais bon, il restait pas grand-chose. Donc nous, ça s'est plutôt pas mal présenté au final là-dessus. On n'aura pas beaucoup de pertes, je pense, sur les fûts qui étaient déjà plugués. Je sais qu'à Lyon, il y a pas mal de monde qui a fait un peu de growler, enfin pour les gens qui étaient là le samedi soir ou pour eux, Ça, ouais. pour pouvoir tomber leur fût et pas les gaspiller. Après, c'est sûr que si tu viens de péter un fût, 30 litres à tomber en 3 heures, c'est pas possible. Enfin, chez nous, c'est pas possible en tout cas. Mais, j'avais vu qu'ils avaient fait du growler aussi, notamment à la fine mousse. Hein. Oui, la fine mousse. Sur Paris, ils mettaient le growler de 75 au prix du demi, du coup. C'était 5 €, je crois, pour 75 centilitres et t'avais tout, quoi. Quand t'as la fine mousse, forcément, ils ont un bar et un restaurant. Je pense que cumulés sur les deux, ils ont peut-être une trentaine de becs. Forcément, ouais, je pense qu'eux, ils voulaient éviter au maximum la perte. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis un fût qui est déjà percuté d'un truc un peu fragile, que ce soit une IPA ou un truc houblonné, même si tu le mets au frais, dans un mois, il est mort, quoi. Ça sert à rien. Alors toi, tu as un avantage aussi pour ta partie cave, comme tu sais, c'est que tout est au frais, donc de ce côté-là, normalement, toi, tu vas pas être trop embêté. C'est vrai qu'il y a des cavistes qui, eux, stockent beaucoup de produits, on va dire, un peu sensibles, un peu fragiles, des IPA, double IPA, enfin tout ce qui est maintenant très à la mode chez les beer geeks, qui sont des produits qui ont une durée de vie très limitée et qui tout le monde ne les stocke pas en frigo. Donc ça va être d'autant plus impactant à ce niveau-là aussi pour les cavistes. Je sais plus où je voulais en venir. Niveau caviste, ah oui, au niveau caviste, on parlait de ceux qui ont fait des propositions de livraison et des ouvertures sur des horaires restreints. Moi, je voulais quand même revenir sur un point, on va dire un point un peu plus moralisateur peut-être, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. N'allez pas chercher des bières chez votre caviste juste pour aller chercher des bières chez votre caviste. On est quand même en période de confinement. Ce n'est pas pour rien. À la limite, si vous allez faire vos courses et acheter, comme le disait tout à l'heure Johan, vos pâtes et votre PQ,
et que vous passez devant votre cave, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, beaucoup de cavistes, en tout cas sur Paris, ont mis on va dire des restrictions dans les conditions d'accès. C'est souvent pas plus d'un client à la fois, respecter les distances à l'extérieur des caves pour les files d'attente. Les gens ne choisissent pas leurs produits eux-mêmes, mais il n'y a que le caviste qui touche les produits dans les rayons. Tout ce qui est en zone de contact, comme le TPE et compagnie, est désinfecté régulièrement. Donc voilà, il y a pas mal de gestes qui sont mis en place quand même, mais oui, la bière artisanale reste quand même un plaisir plus qu'un produit de nécessité. Donc on va rester sage et ne pas se ruer chez nos cavistes juste pour acheter de la bière. Restez chez vous. Et puis, je pense qu'une fois le confinement terminé, aucun caviste ne va se plaindre de se faire dévaliser par tout le monde. Donc ça, ce sera pas un problème pour le coup. Ça va les être. stocks restent dans les stocks, les frigos restent bien au frais. Et si vous voulez vous ruer chez les cavistes et chez les bars, et quand ce sera terminé, je pense pas que quelqu'un s'en plaigne. Ouais. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai vu que on parlait de la liquiderie qui, dans sa partie cave, reste ouverte sur des horaires restreints, mais eux imposent carrément un montant minimum d'achat de 30 € pour inciter les gens à ne pas venir pour acheter 2-3 broutilles. Juste faire leur stock et ne pas revenir après, quoi. Il y a aussi du coup pas mal de sites de vente en ligne qui restent en activité avec les livraisons. Donc là c'est pareil, il y a un peu le débat, parce que même si les livraisons peuvent se faire, on va dire, sans contact, remises en boîte aux lettres ou sur le palier, il reste quand même une activité de livraison pour des produits qui sont pas nécessaires. Alors d'un côté, il y a la possibilité de se faire un gros stock et de ne pas on va dire ne pas aller dans la rue, sachant que ces services de livraison fonctionnent encore, mais je pense que c'est pas forcément non plus le moment pour les surcharger. Après, je sais pas quel est l'avis de chacun. Je pense qu'ils sont déjà surchargés. Ouais. J'ai l'exemple d'un pote à moi qui travaille chez Amazon et qui croule sous les colis, quoi. C'est limite la deuxième période de Noël pour lui, quoi. Amazon, c'est d'autant plus, on va dire, dramatique qu'il y a toute la partie logistique où les gens sont tassés dans les entrepôts et doivent continuer à travailler pour préparer les commandes. Là, il n'y a pas le facteur caviste qui va peut-être faire une commande et qui la prépare seul dans son arrière-boutique. Là, il y a le facteur sanitaire, il est d'autant plus critique. Ah, c'est ça, et tu peux pas faire de télétravail là-dessus, quoi. C'est sûr. D'ailleurs, tu peux pas télétravailler non plus dans ta brasserie. Je ne pense pas qu'il y ait de brasserie automatisée. Non. Tu peux te confiner dans ta brasserie en revanche. Ouais, ou même juste prendre l'air, tu vois, quand on a marre d'être enfermé dans l'appart. Ouais. Faire un petit tour, voir si les fermenteurs vont bien. Ça fait du bien. Ouais. Bon, après, on n'est pas. Voilà. Moi, je regarde pas trop je vois pas trop ce qui se passe dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'ici on est assez. Honnêtement, je sors chercher ma baguette, je n'ai croisé absolument personne entre chez moi et la boulangerie, donc on n'a pas le problème de. C'est moins problématique, je pense, que dans les grandes villes où effectivement il y a un petit peu de promiscuité dès que les gens sortent. Là ici, c'est vraiment personne, quoi. Ça va, sur Biarritz, vous n'avez pas pris la vague de Parisiens qui viennent en résidence secondaire? Ou en tout cas, ils se font assez discrets parce que je crois que dans toutes les régions, c'est un peu il y a le parigo bashing dû à effectivement la situation, mais que ce soit partout en Bretagne ou ailleurs. Situation, donc on les voit, on les a pas trop vus, mais non, c'est très calme. Chez nous, quoi. Après, pour rebondir sur la partie e-commerce, nous on a à partir de samedi dernier, ça a été un peu le coup de massue comme tout le monde, donc tu réfléchis un petit peu dans tous les sens en disant il faut avaler l'information, et après un peu un réflexe de survie qui est de savoir comment tu vas continuer à faire rentrer quand même de l'argent, parce que tu as du stock et puis tu as les échéances cours, etc. Alors après, on a entre-temps aménagé tout un tas de choses, comme toutes les entreprises concernées par les fermetures. Donc, en l'occurrence, le report des prélèvements, des charges, et des cours,
tout a été gelé. Hein. C'était un petit peu la première phase, mais on a surtout réfléchi à la partie vente, sachant que voilà, nous, la brasserie, on fait de la vente à emporter uniquement quand on est sur place, c'est-à-dire qu'on brasse ou qu'on est en bouteille, ou voilà, mais il y a des jours, des matinées ou des après-midi où on n'y est pas, si on a une prod à faire. Donc en l'occurrence, vu qu'on n'a pas prévu de brasser tout de suite, on n'y est pas, donc on fait pas de vente, on fait plus de vente directe, donc la question se posait pas. En revanche, on a hésité quelques jours, effectivement, sur la partie e-commerce et voyant que tous nos petits copains à 30 km de l'autre côté de la frontière, Baskeland, Gare, Senko, font tous du e-commerce. Il y a ton micro qui coupe un petit peu, je sais pas si tu... Allô. Ouais. Donc ouais, en voyant que tous nos petits voisins juste à côté, eux, ont misé à fond sur le e-commerce et ont l'air de faire pas mal tourner leur boutique de cette manière. Nous, on a du coup bossé cette semaine sur une page e-commerce qu'on a intégrée sur le site là que je vais lancer tout à l'heure. Et du coup, on va faire un peu, parce que j'imagine que ça représentera pas grand-chose, mais en tout cas, la possibilité d'envoyer quelques colis directement de la brasserie. Parce qu'on a des bières fraîches qui ont été encannées il n'y a pas longtemps et que si on peut les faire partir, voilà, on le fera, en tout cas tant que ça fonctionne. Et en l'occurrence, voilà, on bossera avec Colissimo. Voilà, ça marche, donc voilà, c'est plus une réflexion, mais c'est à regarder plus les autres potes brasseurs du coin qui font tous pareil, donc ça dit pourquoi pas. Ouais, du coup, au niveau des brasseries, moi je regardais ce qui se faisait un petit peu aussi pour celles qui souhaitent garder une petite activité et faire rentrer un petit peu d'argent dans ces périodes difficiles. Et il y en a quelques-unes, alors il y en a une grande partie qui continue quand même de faire de la vente sur place quand ils le faisaient déjà avant. Et donc venir directement retirer ces bières à la brasserie dans les mêmes conditions qu'on en parlait tout à l'heure pour les caves, donc avec le respect des distances et des conditions sanitaires. Et j'ai vu aussi que du côté de O'Clock et également de la débauche, ils avaient mis en place un système de drive où comme ça tu réserves tes produits en ligne sur leur site en réservant un créneau, comme quand tu fais tes courses en drive, et tu vas sur place récupérer tes bières sans contact, quoi. Dans le cas de la O'Clock, qui a pas mal détaillé un petit peu leur process, c'est tu définis un créneau, tu viens chercher tes bières, quand tu es sur place, tu restes dans ta voiture, ils viennent te déposer les bières sur une table à l'extérieur, ils s'en vont, et toi tu vas chercher les bières, tu les mets dans ton coffre et tu t'en vas, quoi. Il n'y a aucun contact. Ouais. Mais voilà, chacun essaye d'y aller un petit peu de son ingéniosité pour garder un minimum d'activité. Toutes les livraisons se font aussi comme ça. Moi j'étais livré, j'avais du houblon qui arrivait hier à la brasserie, le mec est arrivé, il m'a déposé le truc à 2 mètres, même pas, ils font même plus de signature d'ailleurs, c'est même pas. Oui. Donc là-dessus, c'est que ce soit effectivement sur la vente emportée ou les livraisons, ça se fait de manière assez clean, quoi. Ouais. D'ailleurs, du coup, toi, Johan, pour la partie cave, toi, tu m'as dit que tu n'avais pas décidé de garder d'activité même minime. C'est quelque chose que tu as quand même envisagé, tu y as réfléchi, ou c'est pour toi ça... Ouais, j'ai un peu réfléchi. C'est vrai qu'en plus, on est une grande ville, on a pas mal de systèmes de livraison à vélo, etc. Mais je me suis dit que ça allait être un peu chiant à mettre en place. Et puis, ouais, franchement, j'ai hésité un petit peu, mais je me suis vite dit, et puis en discutant avec les potes à Lyon, des bars et des caves, je me suis dit que ça valait peut-être pas le coup de faire ça pour pas grand-chose. Je t'avoue que j'y réfléchis un peu pour l'après. C'est-à-dire que là, je me suis dit que les gens, ils avaient déjà peut-être un peu de stock, un peu de réserve, etc. On verra peut-être d'ici, je sais pas, d'ici 20 jours, 30 jours, si vraiment on est toujours en confinement. Là, peut-être que je réouvrirai, j'en sais rien, une après-midi ou une journée pour que les gens vraiment qui ont besoin absolument de bière artisanale viennent les récupérer, mais je suis pas encore convaincu. Franchement, je sais pas. Mais ouais, moi j'ai décidé assez vite de pas servir, quoi. Ouais. Ok. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous aviez vu passer ou pas, mais moi j'ai entendu parler d'une pétition qui a été lancée pour
demandé au gouvernement de requalifier la crise du coronavirus en catastrophe naturelle, parce que visiblement seul le gouvernement peut décider de qualifier ça en catastrophe naturelle, et ça permettrait en fait d'intégrer, on va dire, les pertes et les dommages immatériels de cette crise dans de nombreuses, ça sera pris en charge par de nombreuses assurances qui prennent donc au niveau des entreprises en charge les catastrophes naturelles, mais pas des cas exceptionnels comme celle-là actuellement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler et si c'est quelque chose que vous suivez. Du tout. J'ai vu effectivement la pétition passer. Bon, après les pétitions, j'ai vu surtout qu'il y a eu des contacts entre Bercy et les assureurs déjà sur le sujet, et des échanges a priori un peu musclés, parce qu'en gros ça va être de la grosse négo, et parce que je pense que les assureurs vont pas lâcher le truc comme ça, mais oui, ça serait, idéalement, ça serait le meilleur scénario pour tout le monde, mais je doute que ça puisse aboutir, quoi. Ça serait bien quand même que les assureurs participent un petit peu à l'effort de guerre, puisque nous sommes en guerre. Clairement, ouais, on est d'accord, mais je pense que ça sera des négos qui vont faire au plus haut niveau, ouais, bien sûr, avec des choses que je ne maîtrise pas spécialement, mais et des intérêts pour chacun qui sont énormes, pour les assureurs, j'imagine. Mais du coup, dans vos situations de brasseurs, de cavistes, je pense que c'est quelque chose qui serait quand même pas... Enfin, vous cracheriez pas dessus, quoi. Ah ben non, clairement, non. Non, c'est sûr. Les charges, nous, on peut aussi se retourner sur le loyer, sur les prêts, mais ça, c'est pas encore gagné non plus. Sur les factures, etc. Il y a plein de discussions, mais nous, moi personnellement, et sur le bar et sur la cave, depuis le 14 et jusqu'à ce qu'on réouvre, il y aura 0 € qui vont rentrer dans la caisse. Par contre, il y en a beaucoup qui vont sortir. Du coup, effectivement, un petit coup de pouce des assureurs, ça pourrait être une très bonne chose, mais c'est pas encore gagné. Oui, parce que on entend parler de pas mal d'aides qui peuvent être débloquées par l'État, de report de loyer, de report de charges, ce genre de choses, mais il me semble que rien n'est encore acté à ce niveau-là, de toute façon. Donc pour le moment, c'est pas... On a entendu beaucoup de choses, mais voilà. Ouais, il y a des trucs un peu simples qui sont possibles. Que moi j'ai déjà vu, c'est le décalage du prêt, déjà, pour les gens qui ont un prêt. Nous, c'est un gros morceau quand même. Sur le bar et sur la cave, c'est quand même un gros morceau. Donc là, on a des possibilités de décaler les prêts de 6 mois. Donc ça, c'est des choses que tu paieras pas, quoi. Pendant 6 mois, tu payes pas ton prêt. Et puis, tu le décales de 6 mois que tu paieras plus tard, quoi. Donc ça, c'est plutôt une aide hyper cool de la part des banques. C'est pas toutes les banques qui le font. Et puis après, tu as le loyer. Nous, c'est un gros morceau aussi, le loyer. Ça, pour l'instant, c'est pas acté encore. Décalage du loyer, c'est proposé, mais c'est pas acté. Et puis les salaires. Oui, oui. Évidemment. Parce que tu as... au bar, c'est 3 salaires, à la cave, c'est 1. Pareil, quoi. Il y a des propositions apparemment de décalage ou d'aide, en tout cas 85% de paiement des salaires. Pour l'instant, il n'y a toujours rien d'officiel. Ouais, parce que là, toi, dans ton cas particulier, tu me disais, toi, tu as 3 salariés au bar, 1 salarié à la cave, c'est ça? Ouais. Et tu as pris des actions particulières dans ton cas, ou je sais pas, il y a le chômage partiel ou des choses comme ça? Déclaration d'activité partielle, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Faut attendre de voir ce qui va être décidé, parce qu'il n'y a vraiment rien d'acté officiellement à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, rien. Et surtout, les critères de sélection. En fait, c'est ça qui va être très compliqué. C'est-à-dire que les critères de sélection à qui on va donner une aide, à qui on ne va pas en donner. Et là, ça va être le bordel intersidéral. Oui, pour le moment, rien n'est fait et c'est que... On n'est pas, quoi. Ouais. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas si vous avez des choses à dire sur le sujet, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué. Parler des brasseries à l'étranger. Alors attends, ça a un peu coupé, on n'a pas entendu. Tu parlais des brasseries à l'étranger, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, nous, on bosse avec pas mal de brasseries françaises, brasseries locales, mais aussi avec beaucoup de brasseries étrangères. Et je pense que c'est un problème
qui toucherait pas tout le monde, mais nous particulièrement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quelles vont être les aides pour les brasseries à l'étranger. J'ai discuté un peu ce matin avec des gens à ce propos, et il y a certaines brasseries qui vont pas du tout être aidées, quoi. Il y a certains pays qui vont pas mettre grand-chose en place pour aider les brasseries. Donc, je pense que c'est un problème qu'on va rencontrer rapidement, c'est-à-dire qu'il y a certaines brasseries qui vont vraiment, vraiment en chier. En France aussi, mais à l'étranger, je sais pas exactement comment ça va se passer, quoi. C'est peut-être pour ça aussi, comme le disait Baptiste tout à l'heure, que du côté de l'Espagne, ils se débrouillent un peu pour garder un minimum d'activité. J'imagine qu'ils ont peut-être pas les mêmes aides que nous on aurait. Je sais pas, j'ai pas vu les actions que mettait en place le gouvernement espagnol, mais oui, j'imagine que peut-être les pays du Sud, enfin, voilà, je pense à l'Italie plutôt, qui a une dette colossale et qui a peut-être pas les mêmes moyens d'action que l'Allemagne ou la France, est effectivement peut-être moins généreuse avec les entreprises. Je sais pas, mais c'est possible. Ouais. Après, je pense que les pays anglo-saxons, l'Angleterre, il n'y aura pas de... Bah après, nous, on parlait dans l'épisode 2 du podcast de la brasserie italienne Crack, qui annonçait justement qu'ils se détachaient de tous les distributeurs, qui voulaient redevenir un peu plus indépendants, garder le contrôle sur chez qui ils envoyaient leurs clients et garder, on va dire, une chaîne du froid respectée de A à Z entre la brasserie et le caviste ou restaurant. Eux, c'est peut-être pas le meilleur moment en fait. Enfin, c'est peut-être pas tombé au bon moment, quoi. Ils risquent d'être un petit peu plus en difficulté. Ouais, je pense que les brasseries en Italie, ça va être, ça va être galère. Et puis eux, s'ils ont, ça dure depuis un certain temps, ça évolue pas du tout dans le bon sens. Donc, c'est possible que le phénomène perdure. Et après, ça dépendra vachement des actions de soutien de l'État. S'il y a du gros milliard sur la table et que les brasseries sont aidées, ça limitera la casse. Et si c'est pas le cas, c'est sûr que c'est très très compliqué, quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, nous, on a déjà vu un peu l'impact sur les brasseries, comme on parlait en France. Bon, forcément, on a toute l'activité qui est arrêtée. On a vu aussi, je sais pas, par exemple, du côté de la Belgique, par exemple, Cantillon avait dû annuler quasiment tous ses événements. Ils avaient un brassin public qui était prévu le 14 mars. Ils l'ont annulé au dernier moment, et pourtant, Dieu sait que Cantillon, ça attire du monde et qu'il y avait certainement des personnes qui se déplaçaient de très loin pour venir à ce brassin. Justement, c'était pour ça. Et derrière, ils ont annoncé juste qu'ils ont dû l'annuler, j'imagine, parce que ça aurait justement regroupé. Et ils ont dans la foulée annoncé qui viennent de part et d'autre. Dans la foulée, ils ont annoncé la fermeture de leur bar, la fermeture de la vente sur place aussi. Eux, ils ont vraiment pareil coupé toute activité. Ils avaient aussi leur événement Quintessence, qui est une sorte on va dire, de regroupement pour mettre en avant la bière et la nourriture. Enfin, c'est une sorte de mini-festival chez Cantillon, où ils invitent des brasseurs. Il y avait la Quintessence 2020 qui était prévue là en mai, qui a été annulée et qui vraisemblablement n'est même pas reportée, puisqu'ils annoncent que la prochaine date sera au 1er mai 2021. Donc voilà, ça impacte tout le monde, même les grands noms comme on peut les connaître. Et dans l'Europe entière. D'ailleurs, ça impacte, ça impacte toute la chaîne. Voilà, on a deux exemples avec effectivement la partie cave et la partie production, mais ça va aller en amont aussi sur les fabricants de bouteilles. Je pensais moi aux distributeurs. C'est vrai qu'on n'a pas les malteries. Oui, les malteries. Enfin, il y a toute la chaîne qui va être touchée, ouais. Malterie, la chaîne est touchée, et après, nous, typiquement, au vu de la situation, nous, là, en début de semaine, on a vu avec la banque, effectivement, pour faire des premiers décalages de remboursement de prêts, mais aussi de blocage de tous les prélèvements en cours de certains de nos fournisseurs, parce qu'on n'est pas capable de... nous, on est à flux tendu sur tout. Tu vois, la trésor, on gère en fonction de ce qui rentre, et puis ce qui rentre, on le réinvestit dans du malt,
bouteilles. Enfin, tu vois, ça se passe que comme ça. Donc là, nous, clairement, on a gelé pas mal de paiements avec certains de nos fournisseurs parce que de l'autre côté, on sait qu'on tous les encours clients qu'on a sont pas payés non plus, quoi. On avait plein de des grosses factures là qui arrivaient à échéance, sur lesquelles on comptait pas mal et qui sont pas payés, qui ne le seront pas. Enfin, en tout cas, pas avant le redémarrage d'activité, voire même plus tard. Donc, je pense que du coup, tout le monde est enfin, le business est gelé vraiment pour tout le monde. Il n'y a absolument plus aucune rentrée pour personne. Et voilà, c'est un peu toute la difficulté de la situation. Et il y a quand même une inconnue aussi sur le. Enfin, oui, on essaie d'être, je pense, tous optimistes en se disant, allez, dans un mois, ça va démarrer et ça va être le feu, etc. Parce que on peut imaginer tout un tas de scénarios, mais on peut imaginer des scénarios aussi différents. Tu regardes un petit peu ce qui se passe en Chine, eux, ils sont juste en train de sortir du truc, mais le business a repris véritablement. Ils sont à l'affût peut-être d'une deuxième vague. Pour l'instant, c'est loin d'avoir. C'est sûr qu'on avance complètement à l'aveugle. D'être parti. Donc voilà, on espère que ça va redémarrer et que ça va nous permettre de vite rattraper la période qu'on traverse là, mais il y a pas non plus de grosses garanties, quoi. C'est un petit peu la difficulté. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous en tant que brasserie par exemple, on pourrait prendre de l'avance. Au début on s'est dit on va continuer à brasser un peu, on avait des semaines d'après. Pour l'instant on brasse rien du tout, quoi. Surtout si tu brasses que de l'IPA quasiment, tu peux pas te permettre de trop anticiper si tu ne sais pas dans combien de temps tu sors de la crise. Oui, c'est ça, mais tu vois, nous on a du malt, on a ce qu'il faut, donc on pourrait prendre un petit peu d'avance, mais bon, c'est pas. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de brasseries qui le font, hein, mais bon, c'est pas pour l'instant. On préfère sortir des bières ultra fraîches au dernier moment plutôt que de remplir les fermenteurs, de consommer de l'électricité, de l'énergie pour maintenir tout au froid, etc. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Voilà, on va voir un petit peu les prochaines semaines comment ça évolue, en espérant que ça évolue bien, quoi, pour tout le monde. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est sûr. On l'espère. Yes. Après, pour aller sur des notes un petit peu plus optimistes et joyeuses, on a vu qu'il y a quand même quelques acteurs du milieu qui essayent de faire un peu des gestes dans leurs moyens. Moi je vais parler de Brewdog parce que forcément ils ont pas eux les mêmes moyens que peuvent l'avoir par exemple la Superbe, hein. C'est pas les mêmes échelles, mais Brewdog ils ont profité de leur distillerie, parce qu'en plus de la brasserie ils ont une distillerie en Écosse pour réorganiser leur chaîne et produire des gels hydroalcooliques. Donc ils ont annoncé qu'ils ne les vendraient pas et qu'ils les distribueraient aux personnes et aux organisations qui en ont besoin. Donc ça c'est une bonne chose, hein. Mais est-ce que vous avez des exemples par exemple d'autres gestes? Ouais, j'avais un exemple que j'ai vu tout à l'heure passer. J'ai vu passer un article sur Facebook. C'était Chartreuse qui eux mettaient à disposition 10 000 litres d'alcool pur à 96%. Ils le mettent du CHU de Grenoble, du coup. Ouais. Et donc pour pallier à la pénurie de solutions hydroalcooliques. Qui ça, Ricard? Ouais. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de fabriques d'alcool comme ça en France, des gros industriels qui mettent un peu à disposition leur stock. Bon, d'un côté, ils peuvent. Enfin, est-ce que eux, ils ont, on va dire, des chiffres sur leur vente bien plus précis, ils ont des prévisions de vente, ils savent très bien qu'ils n'ont pas forcément besoin de produire et que ils peuvent se permettre de là, on parle de gros noms, de LVMH qui doit avoir un peu de sous de côté. Ouais, c'est vrai qu'LVMH aussi fait des gels hydroalcooliques au lieu de faire des parfums. Ouais, il y a pas mal de choses. Après, tu sais jamais si derrière ce genre de démarche, il y a quand même il y a de la com. Toujours imaginer que c'est quand même un petit peu intéressé, quoi. Enfin, forcément, c'est toujours. Oui. Il y a forcément de la com derrière. Valoriser ce type d'action. Donc, après, si ça peut servir. Si je pouvais le faire, je le ferais. Mais bon. Voyons ça du côté positif de la chose et du bien que plutôt. Yes.
Moi, je dis pas non. Moi, j'ai évoqué un peu tous les sujets que j'avais sous la main. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Et si personne n'a de mots à ajouter, moi, je laisserais bien la parole de fin. J'ai des petits coups de cœur. Ouais. Ah, t'as des coups de cœur quand même? Allez, on peut garder ça pour la fin s'il y a rien d'autre. Non, mais je pense qu'on va s'approcher doucement de la fin. On est déjà à 50 minutes, hein, mine de rien. Donc, pour un hors-série. Donc, non, mais vas-y. Du coup, c'était 2 petits coups de cœur. C'est 2 bières que j'ai bu, dont une que j'ai bu avec toi en plus. Du coup, la Michel de Bulldog et des Deux Amants. Donc, Bulldog, une brasserie qui est juste à côté de chez moi, à Villebon-sur-Yvette, dans le 91. Et les Deux Amants, c'est en Normandie, je crois qu'ils sont à Val-de-Reuil, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais plus le nom exact, mais bref. Et ils ont pêche de vigne romarin. Ouais, alors attends, c'est un peu coupé, mais c'est une sour pêche de vigne romarin. Ouais, Imperial Sour, attention. Imperial Sour, parce qu'elle a 8%, exact. Ouais, tout à fait. Et c'était très bien foutu. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était bien équilibré. On avait le duo pêche et romarin qui se mariait très bien ensemble et tu sens pas du tout les 8%. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était un jus. Je l'ai bu il y a pas très longtemps aussi là et je pense que je vais la publier sur mon blog et sur Insta peut-être aujourd'hui. Donc c'est un beau coup de cœur aussi, je te confirme. C'était une belle surprise et très traître, hein, par contre, parce que les 8% tu les sens jamais. Ah, c'est ça. Du début à la fin, tu les as pas. Et c'est très toujours très estival. Ça. Dans une lignée de bière un peu bizarre. J'ai goûté là récemment la Valhalla de Bap Bap, qui est une rustic ale, comme ils l'appellent. En fait, c'est une rustique avec 2 K. Attention pour le côté un peu scandinave, j'ai envie de dire. C'est une ale du coup qui est fumée. Donc il y a des maltes fumées dedans. Je crois que c'est des maltes blé qui sont fumées. Et donc elle est brassée avec des levures Kveik, je sais plus comment on dit. Enfin, c'est les levures norvégiennes. Et brassée aussi avec des baies de genévrier. Et c'était très intéressant aussi. On avait bien le côté fruité et fumé qui allait un petit peu ça faisait un bon duo, quoi. Et voilà, un côté un peu maltais, un peu herbacé. Voilà, c'était très sympa. Un peu bizarre, mais très sympa. Je suis un peu dans les bières bizarres en ce moment. Ouais. Ah bah tiens, c'est vrai que je n'avais point pensé au coup de cœur, mais moi je vais parler aussi d'une bière. Du coup, je vais évoquer la Kameradsky Balsamico de la brasserie belge Verzey. Alors, c'est Florian de Nurshid Beer qui me l'avait fait découvrir. C'est un Imperial Stout qui est blendé avec une oud brune et qui, par ce mélange, a l'effet de donner une bière qui ressemble, enfin, qui a des arômes et des saveurs de vinaigre balsamique. Donc on est sur un Imperial Stout qu'on pourrait penser barriqué par exemple en barrique de vinaigre balsamique. C'est très surprenant, toi, on est un peu dans le bizarre comme toi tu t'évoquais, des trucs un peu surprenants, un peu hors du commun. Clairement c'est un ovni mais c'est super bon. Alors ça reste un Imperial Stout à la base donc ça sort à 12,5 et pareil là tu les sens pas réellement, ça passe vraiment très bien et c'est très 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 surprenant. On est un peu plus éloigné des arômes café ou un peu dessert des gros Imperial Stout qu'on peut connaître habituellement. Mais ça reste quelque chose qui est quand même très travaillé et qui est très agréable. On a des belles notes de chocolat aussi, donc c'est très sympa. Du coup, c'est vrai que moi j'avais pas pensé à cette petite fin sur les coups de cœur à la base avec laquelle on finit nos épisodes habituellement, mais du coup je sais pas si. C'est pourtant culte. Ah, c'est pourtant culte, ouais. C'est le sujet très dramatique là qui m'a sorti de ça. Je sais pas si Baptiste et Johan, vous avez des petits coups de cœur à partager. Moi j'ai peut-être plutôt les coups de cœur, c'est ce qui me reste à boire au frigo en fait. Donc les futurs coups de cœur. J'ai mis dans mon frigo, j'ai mis 2 bouteilles. J'ai mis une bouteille pour la moitié du confinement et une bouteille pour la fin du confinement au frigo.
Du coup, la première, c'est une bouteille de la Valentinoise, qui est un brasseur de Valence, qui est assez ouf dans ce qu'il fait et qui fait des très bons classiques aussi. Ce que j'ai au frigo, là, du coup, pour la moitié de mon confinement, ça s'appelle la Cuvée des Dieux 2019. Je vais lire ce qui est écrit derrière parce qu'il en parle mieux que moi. Du coup, c'est une cuvée, interprétation de cette rencontre entre un mou de bière fermentée sur lit de Syrah, issu de macération carbonique du domaine de la Sarbèche, puis élevé 4 mois en barrique de Saint-Joseph. Voilà. C'est vrai que ça donne envie d'y goûter, ouais. Ah Puis ouais. pour la sortie du confinement, c'est une petite cantillon Nat 2018. Ah ouais. Valeur sûre, mais ouais. Ça va être sympa, je pense. Voilà. Je fêterai peut-être la fin du confinement avec une cantillon ou une ammonite ou un truc comme ça. Oui. Je crois que ça pourrait être sympa. Et toi, Baptiste, du coup, t'as un petit coup de cœur à Écoute, partager? là, ces derniers jours, j'ai bu que des bières à moi. mais mais les semaines précédentes, j'ai bu des trucs cool parce que il s'avère que j'ai un mec qui gère la taproom d'Other Half à New York qui vient souvent à Biarritz. Ma copine vit ici, donc en fait, il vient tous les mois ou tous les 2 mois et il vient toujours charger avec des petites canettes. Donc sympa, ultra fraîche et tout. Et il m'a ramené un truc incroyable qu'on a goûté, c'est une bière qui s'appelle Unbalanced Breakfast, c'est un pastry sour. Et je suis pas très sour moi à la base, mais là c'est un truc avec des blueberries, du sirop d'érable, du lactose. Ouais. Ça a l'air bien riche pour une sour. Ouais. C'est la meilleure sour En tout cas, que j'ai bu et c'était assez mémorable parce que c'était excellent. C'est le seul truc qui m'a marqué dans les dernières dégustes que j'ai fait. Pas que j'ai bu des mauvaises bières, mais vraiment celle qui sortait du lot en termes de créativité, quoi. En même temps, Other Half, on est quand même sur quelque chose d'assez assez bien réputé. Carrément, non, mais là, c'est juste que dans la sélection, il y avait quasiment que des DIPA, ou voilà, des trucs top, mais d'une sur l'autre, il y a, on va dire, des grosses ressemblances, mais là, une bière qui sortait vraiment du lot, et vraiment chouette. Mais après, oui, c'est une super brasserie, c'est sûr, c'est chouette, mais j'avais jamais bu un truc pareil, quoi. Bon, t'as évoqué des DIPA et des IPA Other Half, donc t'étonnes pas si Discovery te demande ton adresse à la fin de l'épisode. Tu lis dans mes pensées, c'est pas possible. Je mettrai une petite de côté quand mon ami revient dans le coin. Alors, si tu peux en garder au frais, moi je redescendrai certainement en août. Hein. Confinement ou pas, j'arrive. Je reste pas chez moi. Avec plaisir. Bah voilà, merci en tout cas à tous les deux, à tous les trois du coup, d'avoir participé à ce podcast. Merci particulièrement donc à Johan et à Baptiste d'avoir répondu à mon appel pour avoir des opinions de professionnels du milieu, aussi bien cavistes et gérants de bar que brasseurs. Et on souhaite bien sûr à toutes les personnes qui sont impactées par cette crise de bien tenir le coup et s'en remettre une fois que ça sera fini. Yes. Je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin. Merci à vous pour l'invitation. Et dans ce cas-là, je vous dis à bientôt, j'espère. Je pense que Baptiste, on se verra quand moi je reviendrai sur Biarritz cet été si confinement le permet. Et Johan, ça sera au plaisir de te rencontrer si on peut descendre pour la prochaine édition du Lyon Beer Festival avec Discobery. Grand plaisir. Voilà. Yes. Et je vous remercie à tous. On va mettre un petit jingle de fin et mettre fin à cet épisode qui aura fait 1 heure quasiment tout pile. Allez, à la prochaine. Merci à tous. Allez, salut. Salut. Salut.